Bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, la saison 2, épisode 3. Aujourd'hui, je reçois André Martin Hobbs, le cofondateur de Decisioning IT, j'ai tout le temps de la misère à le dire, mieux connu aussi sous le produit populaire Lucy. André Martin, en fait, aujourd'hui, va venir nous parler de l'avenir de l'automobile qui, on veut pas avec le temps, là, ça change énormément, encore plus depuis la pandémie et les choses s'accélèrent, surtout dans le monde de la techno. Et les concessionnaires, veulent pas, doivent suivre un peu la cadence, puis les concessionnaires ont toujours été un petit peu en arrière au niveau techno, fait que souvent ça les rattrape. Puis ça crée plein de problématiques puis de situations dans ces entreprises-là. Donc, salut André. Salut. Comment ça va, André Martin? Ouais, c'est correct. C'est plus rapide, André. Mais Oh, cheers. oui, merci beaucoup d'avoir accepté. Schlag, j'adore en plus. Bon choix. Ouais, en plus, ça a l'air que c'est commanditaire ici. Bon, ça tombe bien. Alors, cheers. Bon, si j'aurais pas payé pour la bière. André, fais juste prendre un petit 5-10 minutes, juste nous expliquer un peu ton background. Moi, je le connais un petit peu, mais nous expliquer un peu de où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans le monde automobile, puis où tu en es rendu et où est-ce que tu t'en vas. Puis après ça, on va partir un peu sur le sujet de l'avenir de l'automobile, puis comment tu la conçois. OK. Ben, en fait, aujourd'hui, je pense que je vais partir d'aujourd'hui, mais je vais te parler bien sûr de mon passé. Mais aujourd'hui, je suis un entrepreneur dans le domaine automobile. Beaucoup en technologie. Fait que c'est ce que je fais aujourd'hui, mais la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je suis un passionné de l'automobile depuis mon plus jeune âge. J'ai vu mes parents qui s'en viennent vieux, parce que moi aussi, je m'en viens vieux. Fait que ils s'en viennent de plus en plus vieux, tout le monde. Puis dernièrement, ma mère me rappelait un souvenir que moi, j'ai pas, mais qu'elle a. Où elle me disait, écoute, quand t'avais quelques mois, ton père passait le tracteur à gazon, puis tu criais pour aller s'asseoir sur ses genoux parce que tu voulais tenir le volant. Fait que ça a commencé il y a très très longtemps, la passion de l'automobile. Évidemment, quand on est plus jeune, c'est la passion de conduire, la course, etc. C'est vraiment l'auto, là, puis la vitesse, puis tout ça. Puis d'ailleurs, moi, j'ai baigné là-dedans beaucoup parce que j'ai fait de la course open wheel quand j'étais plus jeune. Je suis parti vivre en Ontario. J'ai vraiment pris ça au sérieux. Là. C'était vraiment l'automobile. La passion, c'est de l'essence qui me coule dans les veines. Fait que si je suis ici aujourd'hui pour parler d'automobile, c'est parce que c'est une passion. L'objet en tant que tel, la mécanique aussi. Donc tout ça pour dire que passion automobile, ensuite, bon, évidemment, la course, ça a duré un certain temps jusqu'à temps que j'avais pas de budget là, pour continuer plus longtemps. Mais j'ai fait ça, j'ai toujours continué à faire de la track et tout. Donc, bon, quand je suis arrivé à l'université, j'ai été chanceux, j'ai trouvé un emploi chez le siège social de Canadian Tire dans la division automobile qui était encore au Québec à ce moment-là. Okay. Donc, j'ai travaillé pour cette entreprise-là, puis j'ai fait un bac, une maîtrise. Quand je suis sorti le jour... En fait, avant même de sortir de l'université avec ma maîtrise en gestion de projet, il y a une compagnie qui a approché l'université puis qui a dit « On cherche quelqu'un qui a un background automobile et informatique, puis qui termine une maîtrise en gestion de projet. Avez-vous quelqu'un? » On dit profil unique, mais on en a un, il s'appelle André Martin Hobbs, puis voilà. Fait que je suis allé rencontrer cette entreprise-là, puis là, je te parlais d'âge tantôt, je vais me donner un peu de vieillesse ici, mais j'ai terminé l'université en 99. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui sont assez vieux, ils vont se rappeler qu'en 99, il y avait tout un mouvement qu'on appelait la bulle de l'Internet, où les entreprises qui lançaient des nouveaux modèles d'affaires, qui s'en allaient sur le web, c'était tout nouveau, tout ça. Puis moi, j'ai participé là-dedans. Je suis arrivé comme au meilleur âge. Tu commences ta carrière, puis là, c'est comme, il y a des compagnies qui lèvent, il y a des monde qui sont millionnaires à droite, pas à gauche, ça bouge. C'était vraiment une effervescence de fou. Puis dans le domaine automobile, moi, le projet qu'on m'a donné à gérer, c'est un projet où il y avait 22 personnes qui travaillaient. Il y avait à peu près la moitié en développeurs. Puis l'autre moitié, c'était du monde en support, en création de contenu, puis tout ça. Puis ce qu'on faisait, c'était une plateforme, on appelait ça un portail dans le temps, mais c'était un gros site web dédié à l'automobile. Un peu comme dans le temps, il y avait Auto123 qui était la principale et unique source de contenu. Il y en avait peut-être, il y avait Autonet un petit peu, mais pas tant que ça. C'était vraiment Auto123 au début là, qui était le plus fort. Puis nous autres, on s'est dit, on part après eux. Mais on part après eux avec un angle différent. Nous autres, on voulait plus travailler avec
l'Association de la protection des automobilistes, l'APA avec Georgini dans le temps, puis travailler avec la CA, puis travailler vraiment du côté consommateur. Donc, Auto 1-2-3 représentait, si on veut, les concessionnaires, puis nous autres, on voulait représenter les consommateurs. Avec ce site-là qui s'appelait compagnondroute.ca puis roadcompanion.ca. Fait que, donc, je suis arrivé là-bas, puis moi, je suis hyper entrepreneurial. On me donne un coin de bureau avec un crayon, puis je pars, là, tu sais, je réinvente la Lune. Puis, donc, c'est ça. Je suis parti avec ça, puis j'ai pris donc le développement des affaires de cette compagnie-là. Puis j'ai commencé à faire des ententes avec AOL et Netscape pour ceux qui, ceux qui écoutent, qui savent c'est quoi. Mais une petite entreprise du Québec. Puis, écoute, ça allait bien. Puis, à un moment donné, pouf, éclatement de la bulle de l'Internet. Nous, on avait fait un reverse takeover, donc on était coté, on était public. Et on avait donc, par le reverse takeover, qui est l'acquisition d'un shell, on est devenu public. Et puis, à peu près dans le pire temps. Quand je te dis que c'était l'effervescence, ça l'était, mais la spirale descendante, elle a été... alors, je te dirais, c'était même pas une spirale. Ça a été une spirale montante, puis une ligne droite vers le bas après. Une chute oui, total. Je dis souvent la blague qu'avec les options d'achat que j'avais au départ, j'aurais pu faire beaucoup de sous, puis quelques semaines après, je pouvais même pas... je perdais de l'argent à les exercer. Là, fait que je suis vraiment passé de tout l'un à tout l'autre. Mais... n'empêche que j'ai continué à rouler le projet pendant à peu près 2 ans après, au sein d'une entreprise qui avait une agence de communication aussi, qui avait fait l'acquisition de Groupe Action dans le temps. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que je suis né de ça. Ma carrière est née là. J'ai pris mon envol dans le domaine automobile et des technologies automobiles à ce moment-là. Donc, ça fait quand même maintenant 23 ans. C'est fou de dire que ça fait si longtemps, mais j'ai commencé là. Puis après ça, j'ai continué à travailler dans le domaine beaucoup automobile, web. Donc, j'ai vu l'arrivée des médias sociaux. Dans le milieu des années 2000, je faisais des campagnes pour des concessionnaires, des campagnes, on faisait du SEO beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à monter un site web qui s'appelle autoexpert.ca. Donc, moi, j'ai travaillé avec Daniel Dubuc qui avait AutoExpert dans ce temps-là. Puis mon objectif, mon but à moi, c'était de monter la présence de l'entreprise sur le web. Fait que on a créé un marketplace, puis on a grandi ça à presque 550 clients, si je me rappelle bien. Fait que tu sais, ça roulait, puis on a eu du plaisir. Puis on avait, sur les médias sociaux, on avait tout un espace, un terrain de jeu où je me suis amusé avec beaucoup de qui devait pas avoir grand monde aussi à ce moment-là. C'est quoi? Il y avait Feu William, qui était William et Laili, qui avait Auto-Aubaine. Je dis Feu, malheureusement, parce que William nous a quittés à peu près au début de l'année 2022, de mémoire. Okay. Mais bref, lui avait travaillé dans son sous-sol, puis avec son partenaire d'affaires, Philippe, avait monté un petit marketplace qui s'appelait Auto-Aubaine, qui ont vendu à D2C un petit peu plus tard. Ouais. Mais bref, eux prenaient quand même pas mal d'espace, je te dirais, dans ces années-là. Okay. Les autres étaient en retard. 1, 2, 3 avait lancé des grosses campagnes aussi, mais c'était pas aussi guérilla que ce que William, dans le temps, pouvait faire. Et moi, avec AutoExpert, fait qu'on s'est battu beaucoup, puis on s'appelait quand on se dépassait. Quand j'arrivais à le dépasser sur un mot-clé, tu sais, mettons, je sais pas, Honda à vendre à Laval, puis là, je le battais là-dessus, je l'appelais, je disais, je t'ai battu, puis il dit, tu vas voir la semaine prochaine, je vais te dépasser. Fait que, c'est une bonne guerre. Ouais, non, ça a été des super belles années. Moi, j'ai travaillé sur ce projet-là, ça a été probablement un des plus beaux projets de ma vie. Fait que bref, j'ai fait ça. Après ça, j'ai parti toutes sortes de trucs. Là. Après ce stage-là, si on veut, 2005 à 2009, après ça, là, j'ai arrivé plusieurs choses dans ma carrière. J'ai donné un petit coup de main à ma sœur aussi, qui a une agence de communication. J'ai pas fait beaucoup d'automobile avec elle, mais pendant que je faisais tout ça, j'ai un ancien partenaire d'affaires, en fait, un ancien client qui avait 2 concessions, Serge Côté, qui a vendu à John Scotty. Puis après ça, il m'a dit, moi, je me repars quelque chose. J'ai dit, si tu pars quelque chose, je suis intéressé à participer avec toi. Puis il dit, moi, c'est un concessionnaire qui fait de la deuxième chance au crédit, principalement. Okay. Mais avec une twist, tu sais. Fait que j'ai dit, écoute, moi, j'embarque. Fait que aujourd'hui, c'est rendu un groupe de concessionnaires. Puis ce groupe-là a des concessionnaires de véhicules neufs, des concessionnaires d'occasion, des marchands de véhicules d'occasion, spécialisés beaucoup dans la deuxième, troisième chance. Puis c'est là que j'ai appris c'était quoi. C'était, tu sais, bon, comme tout le monde, quand on est chanceux et qu'on n'est pas dans ce domaine-là, ou qu'on n'a jamais eu affaire à emprunter, ayant un historique de crédit, tu sais, qui est des fois plus difficile. Je connaissais pas ça, donc j'ai appris beaucoup c'était quoi. Puis c'est là où, quand une directrice d'une succursale est venue me voir à un moment donné, puis elle m'a dit, André Martin, on est topé un nombre d'analyses de crédit, c'est comme ça qu'ils appellent. Là. Il y en a beaucoup qui vont appeler ça des officiers de crédit, des analystes de crédit. Peu importe le terme utilisé, dans le fond, c'est des vendeurs FNR là, qui vont travailler sur la transaction. Elle m'a dit, on est topé, on ne peut pas dépasser parce qu'on est tout le temps en train de former puis d'entraîner des nouvelles personnes. Fait qu'on a besoin d'aller plus loin, mais on est bloqué. Puis là, moi étant
un gars de technologie depuis le départ. Je me suis dit, on va développer quelque chose. Fait que j'ai rappelé des gars avec qui je travaillais, des développeurs que je travaillais depuis le début des années 99. Un des gars, Eric, on travaille ensemble depuis 99. Il m'a suivi dans tous les projets, puis je peux dire que je l'ai suivi aussi, parce que c'est quasiment un mariage de travail. Là. Fait que bref, Eric, j'ai rappelé Eric, j'ai dit, écoute, j'ai un projet pour toi, ça va durer 1 an. Puis avec Christophe aussi. Fait qu'Eric et Christophe, mes deux bras droit et bras gauche, si tu veux, des gars avec qui on s'entend bien. J'ai dit, les gars, on a un projet d'un an. On va développer une plateforme, on va appeler ça Lucie. En fait, c'est avec Christophe là, qu'on a trouvé le fameux nom Lucie. Je dis, on va développer cette plateforme-là, puis on va aider les directeurs commerciaux à accélérer le processus quand il s'agit de la recherche de financement, parce que, comme tu le sais, c'est quelque chose qui prend du temps, puis c'est la formation, lire les bureaux de crédit, en tout cas, bref, je ne rentrerai pas dans la fonctionnalité du produit, mais l'idée, c'était d'accélérer le processus pour leur donner plus de temps de qualité avec les clients que de toujours se gratter la tête et dire « j'envoie ça où » puis de négocier avec les banques. Fait que bref, on a fait ce produit-là. Je te disais tantôt 1 an, ça a pris 5 ans avant que je termine. 1 an, c'était assez optimiste. Ouais, mais moi, je suis comme ça. Là, je dis à ma blonde, regarde, peinturer le balcon, ça va prendre 15 minutes. Je peux te garantir que j'ai passé la journée sur le balcon. Fait que c'est un peu la même chose. Je pensais que ça prendrait 1 an, puis ça en a pris 5. Puis je te dirais que je suis un peu pointilleux aussi. Là, fait que pour arriver vraiment à avoir fait tous les coins ronds, c'est-à-dire ne pas avoir fait tous les coins ronds, pour avoir tout complété, ça a pris 5 ans. Puis après 5 ans, ou à l'intérieur de ce temps-là, j'ai rencontré une fille du nom de Rosa. Rosa Hoffman, qui est quelqu'un qui, comme moi, trempe dans l'automobile depuis toujours. Et puis elle m'a dit, André, tu devrais vendre ce produit-là à d'autres concessionnaires. Puis j'ai dit non, il n'y en a pas question. Parce que c'était un peu ta recette. Oui, puis on avait réussi à grandir, puis tout ça. Puis à peu près en même temps, il y a une directrice commerciale ou une analyste de crédit qui est partie de chez nous, qui est allée travailler pour Mathieu Leclerc. Puis elle nous a beaucoup aidés. Elle a dit, écoute, moi j'aimerais ça avoir Lucie là-bas. Puis Mathieu m'a appelé, c'est André Martin, qu'on se connaît depuis longtemps. Il dit, Mathieu Leclerc, du groupe Leclerc. Oui. Merci pour la précision, là, pour ceux qui le savent pas. Il y en a que c'est moins commun. Oui, non, effectivement. Mathieu est connu parce que lui aussi a investi en technologie dans l'automobile et tout ça. Fait que ceux qui le connaissent comme moi, là, on se connaît depuis longtemps. Puis bref, il m'a dit, c'est quoi celui-ci, là? Elle arrête pas de me casser les oreilles avec ta parce qu'elle utilisait ça chez vous, puis elle était rendue là-bas. Oui. Mélanie Larouche, je la salue. Puis bref, c'est ça. Fait que j'ai dit, ben écoute, c'est une plateforme interne. Moi, je ne vais pas te livrer un genre de succès commercial à toi. Il dit, ben écoute, je veux vraiment. Je dis, non, c'est pas à vendre. Puis finalement, en parlant à Rosa, en ayant elle qui insiste, puis là, en ayant d'autres concessionnaires, d'autres personnes qui m'ont contacté en disant, on la veut aussi, je me suis dit, c'est quoi, si on la vend à travers le Canada, puis après aux États-Unis, ben là, peut-être que mon gain va être plus gros au bout de la ligne que c'est ça. Fait que le calcul s'est fait relativement rapidement, là, en regardant au plafond, on va dire ok, c'est vrai, c'est payant. Fait que bref, ça pourrait être payant. Fait que bref, c'est ça qui est arrivé. C'est comme ça qu'on est arrivé avec la plateforme Lucie. Mais en gros, là, tu me dis sommairement, André Martin, parle-moi de ton expérience, qu'est-ce que tu as fait? Je suis vraiment un gars de l'automobile. J'ai trempé dans tout. Là. J'ai trempé dans l'acquisition. Je te parlais de SEM, SEO tantôt, donc campagne, landing page, puis tout ça, médias sociaux. J'ai vraiment focusé pendant un bout de temps. Là, je te dirais que le 2005 à 2010, j'ai focusé sur l'acquisition de clientèle. Ça a été ce que je faisais pour les concessionnaires. Après ça, j'ai travaillé plus du côté CRM. Même, je suis allé aussi Evelyne et compagnie là, avec qui j'ai travaillé dans le temps, qui sont rendus aujourd'hui des personnes importantes chez Activix, donc toute l'équipe. On a travaillé beaucoup sur des campagnes d'acquisition, mais on est rapidement arrivé dans la conversion avec toute cette équipe-là, puis des gens qui se sont replacés aujourd'hui dans des belles entreprises. Mais il reste que dans le sud de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup sur la conversion. Ça a été comme des étapes, si tu veux. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que, OK, si tu arrives à faire convertir un lead en vente potentielle, c'est bien dans une concession, mais j'ai remarqué que ça mourait souvent au financement. C'est-à-dire que le vendeur, il a vendu, c'est correct. Le client, mais là, tu amènes ça dans le bureau du FNI, puis un grand pourcentage, dépendamment là, des concessions, là, mais moi, j'ai vu des concessions où 60% des clients se font financer, mais 40% partent. Après avoir visité le bureau FNR. Fait que tu te dis, oups, ça veut dire que si je regarde vraiment la conversion, toutes les étapes de l'entonnoir, ben il manque clairement cette étape-là, en tout cas dans mon profil à moi. Fait que quand je suis arrivé avec Lucie, on dirait que tout s'est additionné. Puis j'ai fait comme j'ai vu la lumière. Puis c'est ça. Donc c'est un peu mon expérience, je te dirais. Aujourd'hui, j'arrive, je m'assois ici dans la chaise en face de toi avec toute ces années-là de travail avec des concessions. Puis je te dis des concessions en terminant cette année. C'est quoi les concessions que vous avez?
Deux concessionnaires Kia à Montréal. Donc, Ok. 2 à Montréal, puis Tu peux 2... les nommer. Ouais, ben c'est Concept Kia puis Ville-Marie Kia, Ok. qui est les anciens de Paolo Dinzeo. Et 2 autres concessionnaires, en fait, marchands de véhicules d'occasion. Un sur l'autoroute 15 près Autoparté, puis l'autre sur P9 Services financiers CSM. Ok. Donc, ça, c'est des marchands de véhicules d'occasion, comme je te disais tantôt, spécialisés, 2e, 3e, Ouais. principalement. Bon, par contre, il y a des clients qui sont en crédit régulier aussi qui se rendent là. Mais Mhm. bref, c'est ça. C'est qui je suis, c'est ce que j'ai vécu. Fait que ça a été Pas toute pire une ride. expérience. Ben oui, Ouais, très le fun, je te un dirais. bon background. Ouais, connaissant dans le domaine automobile, ça c'est sûr. Je suis un passionné. Ouais. Les opérations en concession, c'est moins mon fort personnel. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer dans un carré de sable. Fait que quand on rentre dans une concession, puis qu'on check le chauffage, on baisse les lumières, puis on dit à tout le monde de bien travailler. Faire ça tous les jours, pour moi, je manque d'oxygène. Là. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire quelque chose. Fait que c'est pour ça que je suis dans le poste dans lequel je suis aujourd'hui. Parce que en terminant, comme je le disais, mon rôle dans la compagnie Decisioning IT pour la plateforme Lucie, c'est CPO, qui veut dire Chief Product Officer, ou finalement responsable du produit. Puis c'est ça, c'est ce que je fais. Là. Je suis dans mon carré de sable, puis je bug. Salut Stéphanie. Je bug le monde à l'interne pour en disant hey, j'ai tel projet. J'ai tout le temps des projets. Là. J'ai une pile à côté de moi, puis il faut juste les prioriser correctement, ce qui est difficile. Mais bref, c'est ça. Ça fait le tour de CPO. Si je me trompe pas, Rosa Hoffman est rendue CEO de. Dans le fond, t'as parti le produit, puis là, t'as fait comme, gars, Rosa, moi, je vais m'occuper du produit, toi, veux-tu t'occuper de l'idée, le côté vente, développement, en général, ben, le job d'un CEO. Là. C'est ça. J'avais pris le rôle au départ. Je suis capable de le faire, mais c'est pas ma force. Dans le sens que la partie financement, j'ai encore aujourd'hui, c'est sûr, j'ai le nez là-dedans, les ventes aussi, mais je suis plus un créateur, vraiment. Mais j'adore le contact. Puis pour créer, il faut que tu sois proche des clients. Fait que je suis proche des clients, mais pas dans un optique vente. Je suis plus dans... Même, en fait, les vendeurs n'aiment pas ça m'amener parce que moi, je suis tout le temps en train de parler de ce qui s'en vient avec des clients. Puis là, les clients veulent avoir ça pour demain matin parce qu'ils disent « Hey, André Martin, il m'a dit que tel produit s'en vient. » Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il faut pas m'amener là. Mais tu vois, donc tu vois, je suis capable d'opérer, mais vraiment, mon plaisir, c'est d'être, de répondre à des besoins en concession. Puis j'ai plein de trucs avec si on a le temps, que je pourrais te parler, sur lesquels on planche, puis on travaille pour l'avenir de l'industrie. Puis ça me passionne. C'est mon... Puis, parlant de l'avenir de l'automobile, justement, tu le vois comment? Surtout ce qui est rapport, on peut parler des ventes ou du FNR. Là, je sais que là, en ce moment, tu baignes beaucoup plus dans le volet financement, cette portion-là du processus de vente complet d'un véhicule. Là, tu le vois comment? Parce que j'imagine que, parce que je connais un peu plus ton produit, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux peut-être prendre 2 minutes, l'expliquer peut-être un elevator pitch là, de 1 minute. C'est-tu le moment de la plug? C'est ça que tu me dis? Exact, c'est là que ça se passe, mais j'imagine que tu connais un petit peu plus ce volet-là, puis je pense que ton produit a été développé dans le sens que cette portion-là du monde automobile est apportée à changer, je pense. Là, beaucoup. Puis il faut qu'elle change aussi. Là. Toi, tu la vois comment? Comment elle est là, puis où est-ce qu'elle s'en va? En fait, je vais te répondre de façon globale comment je le vois, puis après ça, on pourra aller vers la partie de financement, mais je le vois vraiment avec un horizon 180 degrés, dans le sens que, oui, nous, on est spécifique sur le processus de financement. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. On travaille aussi sur les produits. Les produits d'assurance, par exemple, FNI. Mais si on regarde ça de façon plus large, puis sans même peut-être dire, je viendrai par rapport à ce qu'on fait plus tard, mais si on regarde d'un point de vue plus large, nous, présentement, chez Decisioning IT, on travaille avec on a développé la plateforme Lucie qu'on vend en concessionnaire, mais on a plusieurs nouveaux produits qui s'en viennent sur le marché à partir de janvier. Ça, je peux en parler parce que ça s'en vient bientôt. Là. C'est vrai. Là. Fait que tout le monde peut nous le demander. Là. Mais oui, c'est ça. On a un widget consommateur, donc qui permet aux consommateurs, un client sur un site de concessionnaire, d'interroger notre moteur d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui est capable de préqualifier des consommateurs. Puis là, ça fait un lead en concession que le vendeur peut recevoir, mais le processus de financement, il est fait. C'est-à-dire que Lucie va dire, la plateforme Lucie va dire en background, voici où tu devrais envoyer ta meilleure ristourne, ta meilleure bonus, la banque qui va accepter ton client, c'est telle banque qui va le prendre, puis on peut même aller jusqu'au véhicule en disant, il a appliqué pour, je sais pas moi, tel véhicule, mais il peut pas passer pour ce véhicule-là, il va passer pour, voici la liste des véhicules sur lesquels il passe, avant même de l'avoir envoyé à une banque, tu sais. Fait que ça, c'est des choses qui sont, qui viennent à répondre à un besoin de changement dans le processus.
Puis le besoin de changement dans le processus est beaucoup plus grand que juste la partie financement. C'est le consommateur qui le demande. Puis tu sais, moi aujourd'hui, hier soir, je me suis couché puis j'étais sur Amazon, j'ai commandé des trucs. Tu sais, tout le monde fait souvent, quand on parle d'automobile, on va faire des comparaisons avec tous les autres domaines. Puis c'est pas mon objectif aujourd'hui. C'est juste que c'est rendu dans les habitudes de tout le monde de pouvoir commander en ligne. Donc, la commande en ligne, puis tout ce qui peut se faire en ligne se fait déjà beaucoup dans plein de domaines. Dans l'automobile, on en parle en bon, on en parle en pas bon. Ça dépend des points de vue. Moi, j'ai plusieurs points de vue là-dessus. Là. Je peux peut-être montrer que j'ai plusieurs facettes de personnalité. Là. C'est peut-être pas bon. Faudrait pas que je parle à mon psychologue. Il faudrait dire de ne pas écouter, OK, s'il vous plaît. Mais si je le prends d'un point de vue manufacturier, le désir de changement du processus, il est bien sûr poussé par les consommateurs qui, eux, disent « Hey, nous autres, on va acheter plus en ligne ». Puis par les innovateurs, on pense bien sûr à Tesla, puis on pense à tous les autres qui ont suivi en termes de manufacturiers qui poussent de plus en plus. On voit chez une bannière que je connais bien, chez Kia, puis Hyundai Kia, qu'ils poussent là, à l'interne. Ils ont même, ils étaient supposés lancer un projet en septembre 2022 qui a été repoussé par les concessionnaires parce que c'était trop rapide. Pour aider au financement en ligne, puis sur ce qui s'en vient à la vente en ligne. Puis il y a les modèles d'affaires agences, là, agency model, qui sont très, très populaires. C'est quoi le modèle? Selon moi, c'est inévitable. Ce que c'est un agency model, c'est que la vente va se faire sur le site web du manufacturier, puis va être dispatché au concessionnaire par la suite. Donc la vente va être faite. Le prix va être donné en ligne. Donc, tu sais, je dirais pas aujourd'hui que... Puis nous, on travaille avec des manufacturiers, là, puis je dirais que la vision que je vais te donner est 100% la mienne, mais après avoir parlé à tous ces gens-là, c'est sûr que les concessionnaires, c'est pas une roche dans le soulier d'un manufacturier, mais presque. C'est-à-dire que c'est avantageux quand tu veux dropper des unités puis dire, regarde, j'ai un lot, je vous le drop, puis arrangez-vous avec, au moins tu sais que, bon, c'est plus ton problème. Fait que ça, c'est avantageux pour les recalls, pour les réparations, c'est avantageux. Mais pour l'aspect vente et financement, surtout qu'en ce moment, même au Québec, avec tout ce qui se passe et les problèmes qu'on a au niveau de la conformité, c'est plus une roche dans le soulier si je pouvais juste spécifier là-dessus. Fait que les manufacturiers, quand ils nous approchent, nous autres, avec nos produits pour le financement, on vient les aider à sauter ou en tout cas passer par-dessus des problématiques qu'ils ont, puis pouvoir les avancer. Fait que la réflexion, j'en parle à plusieurs manufacturiers ici, présents au Canada, puis la plupart veulent aller vers un modèle, que ce soit un modèle 100% agence, qui veut dire donc qu'eux vont faire la vente, puis que le point de distribution, c'est le concessionnaire, ou du moins commencer par générer puis qualifier des leads sur leur site, puis après ça, le redonner au concessionnaire, avec des objectifs de suivi. Fait que, tu sais, l'étau se resserre. Pour moi, là, la façon dont je le vois personnellement, si je prends mon petit chapeau de psychologue, je disais tantôt, là, si je mets mon chapeau de manufacturier, c'est clair que les taux se resserrent. C'est clair que c'est une... ça ne sera pas obligé, mais ça va être forcé de plus en plus. Puis ceux qui ne seront pas capables de tenir vont sûrement vouloir débarquer du domaine. Il y a aussi quelque chose qui se passe au Canada, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes de concessionnaires. Donc, si les interlocuteurs deviennent plus petits, quand on est un manufacturier, on parle à moins de personnes pour toucher beaucoup de concessionnaires. Donc, ça devient plus facile de pouvoir passer ses idées. Même si ces gens-là ont quand même beaucoup de poids, là, puis ils vont freiner quand ça ne fait pas leur affaire, on sait que ça arrive. Mais bref, pour terminer, de mon point de vue, les manufacturiers vont pousser pour de plus en plus une vente le plus en ligne possible. J'allais dire itinérante, c'est pas le cas, là, mais les concessionnaires, quant à eux, la réticence principale est chez l'être humain. Parce qu'en tant que consommateur, si on pose la question à n'importe quelle personne qui travaille dans une concession, toi, si tu veux acheter un véhicule, ou en tout cas, du moins, réserver un véhicule en ligne puis aller le voir, parce que si tu le connais pas, tu vas aller le voir sur place, est-ce que tu le ferais? La réponse, ça va être oui. Fait que, en tant que consommateur, donc, il y a vraiment un besoin puis une demande. Il y a une réticence, par contre, qui est assez grande chez certains gestionnaires de concessionnaires pour arriver avec ça. Souvent, les concessionnaires qui performent super bien, plus que ceux qui performent. Mais tu regardes les vendeurs, là, parce que je te disais que c'est plus large que juste le financement, ce que je vois. Puis si tu regardes les vendeurs qui performent bien, là, ils ont tous des marketplaces. Ça, ils font des vidéos. Il y en a qui sont sur TikTok. Moi, je crois au personal branding. Là, dans les concessions qu'on a, je crois au personal branding. En français, c'est du positionnement, si tu veux, de marque personnelle, donc de soi-même. Puis là, on devient l'expert. Donc moi, si j'étais vendeur, puis je sais pas, moi, je travaille dans un... Quelle concession on choisit? On va choisir Porsche, on va choisir... on dit tout le temps ça, mais en tout cas, peu importe, on choisit quelque chose qu'on aime comme véhicule, une passion. Ben, écoute, je serais le premier à des drags à me filmer puis à dire, regardez, ici, on a
une Tesla contre une Porsche, puis c'est pas bon Tesla, tu sais, c'est ce que tu fais, là. Donc ça, c'est du personal branding, puis les médias sociaux sont là. Les gens font des recherches, donc si tu fais ça, puis ceux qui emboîtent le pas avec ta technologie performent souvent beaucoup plus. Donc oui, j'y crois énormément. Puis ceux qui sont en réticence, ben, à un moment donné, ils vont se faire tasser. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Parce que le besoin du consommateur est là. Les manufacturiers veulent faire le changement. Fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, je pense. Puis je te dirais que de plus en plus, les générations, des deuxième génération ou troisième génération qui sont propriétaires de concessionnaires ou de groupes de concessionnaires, ils le voient. Ouais, c'est plus ce que c'était, là. Moi, je me rappelle déjà, il y a 20 ans, une anecdote où j'étais avec, pour pas le nommer, Daniel Dubuc de Publication Le Guide, Auto-Expert. On était avec un client que je nommerai pas. Puis il disait, moi j'ai 25 ans d'expérience, je sais que tu me montreras pas quoi faire. Puis moi j'étais jeune, là, je venais de commencer à travailler avec Danny. Puis Danny a donné un coup de poing sur la table, puis il a dit, non, t'as pas 25 ans d'expérience. Puis là, t'as dit, oui, j'ai 25 ans. Fait que là, moi j'étais en train de mourir sur ma chaise, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Puis là, il a dit, non, t'as 25 fois 1 an d'expérience parce que ça fait 25 années que tu répètes la même chose année après année, tu sais. J'étais comme, waouh, bien dit. Oui, j'étais comme, je te parle de ça, j'en ai encore des frissons. Fait que là-dessus, je trouve que c'était vraiment bien dit. Puis ces vieux dinosaures-là, il y en a beaucoup qui sont plus là aujourd'hui, soit qui sont sortis parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ou sinon, ils ont laissé place à une jeune génération, soit qui ont vendu, ou soit que c'est dans la famille là, qui ont repris. Puis donc, moi, aujourd'hui, ceux avec qui je transige beaucoup, puis à ceux, les propriétaires de groupes de concessionnaires à qui je parle beaucoup, c'est souvent des jeunes allumés, je dirais. Là, je dis jeunes parce que je me vieillis, mais plus jeunes que moi, clairement, puis ils sont allumés, ils connaissent la techno, ils sont nés avec ça, et, c'est juste normal d'y aller. Donc, ta question, c'était, d'un point de vue plus large, peut-être, là, j'ai répondu, mais qu'est-ce qui s'en vient par rapport aux ventes? Qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est évidemment la vente en ligne. Là. Peu importe ce qui se passe d'un point de vue... Puis, pour toi, c'est dans un time frame de combien d'années que tu vois? Parce que je pense que Google a fait une étude sur le sujet, il n'y a pas tant longtemps, là, qui disait que de 2030, je pense qu'il prévoyait peut-être... un 10 à 15%, c'est quand même bas, là, tu sais, que des achats de véhicules qui vont être faits en ligne, là, ce qui est quand même relativement bas, là, versus, tu sais, si on ça va aller plus vite que ça. Temps, là, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Avant ça va aller beaucoup plus vite que ça. Et la raison est simple. Ça sera jamais 100% des ventes en ligne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On a toujours besoin d'avoir un concessionnaire puis de s'asseoir dans une auto, de sentir que ça sent bon puis d'aller faire un tour. Là. Même que tu as un avatar ou whatever. Là, ça va que toujours du VR ou peu importe. Tu veux t'asseoir, tu veux toucher au cuir. Absolument. Pour ceux qui aiment le véhicule pour ce que c'est, pour l'objet, comme moi, là, je suis un tripeux de véhicule, c'est clair que peu importe si j'achète en ligne ou pas, je vais aller m'asseoir dedans. Donc ça, c'est clair. Ceux qui n'aiment pas, à l'autre extrême, complètement à l'autre extrême. Ceux qui n'aiment pas l'automobile, ils n'en ont rien à foutre de l'automobile. Ben, eux autres, ils vont prendre Uber, ils vont prendre le transport en commun, ils vont prendre comme une auto, ils vont trouver tout un autre système qui n'existait pas il y a quelques années pour se déplacer. Parce qu'on répond à un besoin, on s'entend. Là. Le besoin, c'est quoi? C'est de se déplacer. Fait à l'intérieur de ça, il y a plusieurs possibilités. Puis bon, à une extrême, il y a vraiment, je m'en fous, puis je prends le transport en commun. Puis à l'autre extrême, il y a, je veux m'acheter, là, on parlait d'une Porsche, je veux m'acheter une Porsche, puis je veux avoir le plaisir de la conduire, puis de la voir, puis de l'admirer. Fait que c'est vraiment deux extrêmes. À l'intérieur de tout ça, c'est clair qu'il n'y aura pas tout ce monde-là qui vont aller acheter des véhicules en ligne. Là. Fait que c'est un pourcentage. Puis dans l'achat d'un véhicule, il y a ce qu'on appelle des achats de remplacement. On prend souvent, quand nous autres, on fait beaucoup de bêta-testing, puis quand on fait des bêta-testing avec nos projets, ça fait 20 ans que j'utilise l'appellation Madame Hamel. Fait que s'il y a Madame Hamel qui nous écoute, c'est de vous dont je parle, mais on dit tout le temps, on a une madame, c'est notre persona, c'est notre personne. Fait que, donc, la Madame Hamel qui achète une Toyota Corolla noire ou beige ou peu importe la couleur, puis c'est sa troisième, puis qui va acheter sa quatrième, ça s'appelle un achat de remplacement. C'est-à-dire qu'elle remplace, elle fait juste remplacer, comme une pinte de lait dans le frigo. Cette personne-là, elle a absolument pas besoin d'aller en concession pour sentir l'effet du cuir puis sentir la tenue de route. Là. Donc, à l'intérieur de tous les types de propriétaires de véhicules, il y en a qui vont absolument très bien utiliser ce service d'achat-là en ligne. Ça existe depuis longtemps aussi. Il y a des courtiers qui fonctionnent par courriel depuis 20 ans. Ils vont dire, OK, c'est le temps de changer mon véhicule, t'envoies un courtier, parfait, je viens te le livrer chez vous. Ça existe ce service-là depuis 20 ans. Là. Les gars de pick-up sont forts là-dessus. Oui. Ils changent leur pick-up fréquemment. Exact. Je prends toujours le RAM 1500. Ils savent, ils connaissent les options. Un noir, quand t'en reçois un, appelle-moi, je suis dû pour changer. Puis, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de se faire convaincre
d'acheter ce véhicule-là. Mhm. C'est un achat de remplacement. Ouais. Donc ça, moi, je crois fermement que tout ce monde-là vont aller en ligne. Maintenant, c'est quoi le pourcentage de consommateurs qui sont des acheteurs, justement, de véhicules de remplacement comme ça? Mhm. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est cette tranche-là. Tu sais, on parle d'une tranche à peu près de 30% des consommateurs. Donc, si tu dis, 30% des consommateurs, eux autres, ils n'ont pas besoin de s'asseoir dans le véhicule pour l'acheter, mais c'est sûr que d'offrir un service web avec livraison à la maison, Mhm. c'est parfait, là. Je veux dire, Ben si oui. on se met dans la peau de ces gens-là, tout le monde voudrait le faire, là. Puis, donc, il ne devrait pas y avoir de réticence, selon moi, du côté des concessionnaires. Puis, je reviens avec le mot réticence parce que c'est ce que je réalise. Le plus difficile, c'est souvent, puis je t'en ai déjà parlé dans un podcast ici, même pour Pixel Guru, c'est l'utilisateur en concession qui est souvent le problème. Le frein, c'est pas le consommateur, c'est Non. la concession. Ou la personne qui va être en charge des médias ou qui veut pas s'occuper des médias. On dit médias, mais tout ce qui est informatisé, là, ou web. Fait que, bref, aujourd'hui, moi j'y crois, ça va aller plus vite. Le pourcentage sera jamais un pourcentage là, de fou, mais d'aller chercher un jour 30, 40, 50% des consommateurs qui vont au moins faire une commande avec un dépôt en ligne, ça va arriver beaucoup, beaucoup plus vite, là, selon moi. Plus vite que personne... 2030. Ah mon Dieu, oui. Ah ouais. Ben oui, ben oui. Les manufacturiers poussent tous. Nomme-moi-en un manufacturier qui compte ça. Je sais pas. Il y en a Je pas. pense pas. Il n'y en a pas. Je te le dis, il n'y en a pas. Ah ouais. Même les grosses marques, là, je te parle, les marques dispendieuses, là, même eux sont rendus là. Là. Fait que, tu sais, Pas de tu dis, une Lamborghini, Ferrari, des tu l'achètes, affaires, là, mais quand tu vas, si tu rentres chez Ferrari aujourd'hui pour acheter une Ferrari neuve, là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, OK, on va te la faire sur mesure, on va te dire qu'est-ce que tu veux, on va te la commander, tu vas leur savoir dans un an, ou même peut-être plus avec les délais qu'il y a actuellement. Donc, que tu le commandes en ligne ou tu le commandes avec un vendeur. Ouais, ça revient au même. Si tu sais ce que tu veux. Mhm. Donc, même les achats qui ne sont pas des achats de remplacement peuvent se faire en ligne. Donc, selon moi, aujourd'hui, on est en 2022, là, tu parles de quand même de plusieurs années. Selon moi, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Beaucoup, beaucoup plus vite. Là, je n'ai pas de boule de cristal pour dire, OK, ça va être 30% par année, là, mais c'est clair que ça s'en vient beaucoup plus vite. Puis le neuf versus l'usager, tu le vois comment, la différence entre les deux? C'est une bonne question. C'est quand même deux mondes Oui. quasiment... Ouais, deux business tout à séparés fait. quasiment Ah non, dans le c'est même puis business. ça l'est. T'as raison de le mentionner. Il y en a déjà qui se sont lancés hein, dans l'occasion. On en parlait juste avant de partir, là, le podcast, mais Carvana aux États-Unis, qui a un modèle... En fait, les modèles d'affaires sont encore semblables à ceux, je vais t'amener 22 ans en arrière avec moi, quand on était dans la bulle de l'Internet. Ce qui différenciait les entreprises d'une de l'autre, c'était les modèles d'affaires différents. Mhm. Puis ce qu'on vit aujourd'hui, puis ce qu'on vient de vivre avec l'éclatement d'une genre de deuxième bulle de l'Internet qu'on vient de vivre, là, moi j'appelle ça comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai vécu au départ, mais toutes les valorisations d'entreprises qui sont basées uniquement sur le web en ont subi un coup. S'il n'y avait pas un modèle d'affaires viable, ils ont perdu énormément dans les derniers mois. Là. Ouais. Donc, c'est encore une fois un éclatement de la bulle, puis Carvana fait partie de ça. Pourquoi? C'est le modèle d'affaires, en fait. C'est pas tant l'entreprise, c'est pas tant la part de marché, parce que quand même, ils en font des ventes. Là. Ils en gèrent des milliards, eux autres, là, quand même, de ventes. Mhm. Ouais, pour Mais ceux c'est leur qui, modèle pour ceux d'affaires. qui savent pas Oui. quand est-ce qu'ils écoutent le podcast, mais Carvana, cette semaine, a été annoncé que ça perdait des millions, une affaire de 500 millions par corps. Là, exact. Ils sont suivis, par contre, par d'autres modèles d'affaires qui fonctionnent bien. Puis au Canada, il y en a plusieurs modèles d'affaires, le Canada Drive, Clutch, Cardor, qui sont déjà là, dans cet espace-là. Donc, ils sont prêts à reprendre la balle au bon. Ils sont en arrière. Puis c'est sûr, c'est sûr. Ils sont un peu contents. Là. Ouais, donc pour répondre à ta question, l'enjeu avec les véhicules d'occasion, c'est que chaque véhicule est unique, alors que les véhicules neufs sont tous pareils. Ouais. Donc, dans l'occasion, ça amène aussi des nouveaux modèles d'affaires. Moi, je fais partie d'un groupe d'investisseurs qui investit dans les entreprises, j'en parlais tantôt avec toi, Ange Québec. Puis Ange Québec a récemment investi dans une entreprise de Vancouver qui s'appelle AutoZen. Okay. AutoZen, ce qu'ils font, c'est ça, eux autres, ils vont permettre à quelqu'un de vendre leur véhicule à des concessionnaires via AutoZen. Donc, si toi, tu veux vendre ton véhicule, là, on n'est pas dans l'achat, là, tu veux le vendre. Tu as un véhicule, tu veux t'en débarrasser. Tu vas sur AutoZen, eux autres, ils disent, parfait, je prends ton véhicule, puis je vais l'offrir à plusieurs concessionnaires, puis je vais te donner le meilleur prix. OK. Puis je t'en débarrasse. Je pense qu'ici, au Québec, il y a Oxio. Oui, c'est un modèle. Oui, Autogogo. En fait, tous ceux qui veulent se départir d'un véhicule aujourd'hui, dans les 2 dernières années, il y a plusieurs petits sites web là, qui sont arrivés parce que, bon, la demande était tellement forte pour avoir des véhicules d'occasion que tout le monde s'est dit on achète, on développe des sites. AutoZen, la différence, c'est qu'eux autres, ils ont plusieurs phases, sans vouloir aller trop loin, là, parce qu'il y a des secrets commerciaux derrière ça, mais il reste que tous ces sites-là, comme AutoZen et d'autres, vont arriver avec de la vente en ligne aussi, tout comme tout ce qu'on disait tantôt, sur des véhicules d'occasion. Mais ce que ces nouveaux-là font de façon, je trouve, assez intelligente,
c'est de pouvoir faire évaluer les véhicules à distance. Donc, par exemple, si toi, tu veux acheter un véhicule sur tel site, ben, tu vas sur le site web. Là. Eux autres, ils n'ont pas d'inventaire. Zéro inventaire. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un inspecteur sur place qui te l'inspecte et qui va dire « Je te recommande le véhicule, oui ou non ». Fait qu'il y a toutes sortes de nouveaux services. Au Québec, il y a Kiwiz, Kiwi avec un Z, kiwiz.ca, qui vient de lancer un projet comme ça, puis ça fonctionne super bien. Donc, les gens font inspecter les véhicules à distance. Donc... Le consommateur fait inspecter ou le... Okay. Ben oui, le consommateur le fait. C'est un service dédié aux consommateurs, mais ils ont même des entreprises qui viennent vers eux pour dire « Hey, ben oui, moi j'ai des flottes, tu veux-tu... » Fait que bref. Fait que ça, c'est un exemple d'un modèle d'affaires qui fonctionne, qui est payant, qui est nouveau, puis qui va venir se greffer à la vente en ligne. Parce que le problème des véhicules d'occasion, c'est là, je suis en train d'acheter un Citron ou je suis en train d'acheter un bon véhicule. Tu vas avoir un rapport d'historique de CarProof, Carfax maintenant, encore là, mon âge, mais Carfax, qui va te dire, OK, oui, c'est l'historique du véhicule, mais la condition aujourd'hui, les freins sont à combien de pourcentage? Oui, le concessionnaire, il va le mettre sur la fiche du véhicule, mais c'est un peu la difficulté des véhicules d'occasion. Donc, la vente de véhicules neufs va être plus rapide en ligne, là, ça va en croissance, contrairement aux véhicules d'occasion, mais il y a beaucoup de nouveaux produits qui s'en viennent pour venir pallier à ces petits manques-là. Fait que c'est juste une question de temps. Ça va être plus long dans le cas des véhicules d'occasion par rapport au délai qu'on disait tantôt. Peut-être que je mettrais l'occasion après les véhicules neufs, mais c'est clair que ça s'en vient. Puis là, ben, ça amène après la problématique du financement. Mais ça, tu le disais tantôt, tu sais, on va y arriver après, mais la différence entre des véhicules neufs et des véhicules d'occasion est quand même clairement marqué quand on fait de la vente en ligne. Après ça, c'est, là, si je le prends d'un point de vue financement, puis je vais te laisser arriver avec tes questions parce que je suis parti, moi, là mais il y a la partie financement. C'est-à-dire que, oui, neuf occasions, mais à l'intérieur de neuf et occasions, si tu veux, il y a un sous-segment qui est crédit régulier ou crédit spécialisé. Ouais. Puis ça, ben, selon les marques de neuf, ça change. Parce qu'il y a des marques de neuf qui en ont plus, des marques de neuf qui en ont moins. Ouais. Puis dans l'occasion, ben, il y a des secteurs qui en ont plus, puis des secteurs qui en ont moins, ou selon l'inventaire, tu vas attirer des clients différents. Donc, ça, c'est un enjeu, le financement, encore aujourd'hui. Je te disais tantôt, il y a des pain points là, au travers du processus de vente en ligne, comme par exemple les inspections. Je te parlais de Kiwiz et autres. Mais là, il y a aussi le financement. Puis ça, c'est ce que nous autres, on arrive à pallier avec nos prochains produits. Qui est un peu le bottleneck là, t'as bien beau rentrer des ventes, puis tout le monde qui a déjà travaillé en concession sait que en général, une vente de deuxième, troisième chance au crédit va être plus facile à vendre parce que souvent les gens sont, je sais pas pourquoi, sont plus enclins à dire oui, ok, je le veux, puis finalement c'est dur à passer au crédit, puis si le consommateur n'a pas l'expertise pour être capable de passer le dossier ou de monter le dossier comme il faut, puis de l'envoyer au bon endroit, ben, ça meurt dans l'œuf, puis on perd la vente là, tout le temps. Très souvent. C'est là que Lucy, ce que j'en comprends, ce que j'en sais de Lucy vient pallier. Que tu peux peut-être m'expliquer en une minute ou en 2 minutes. Comme je disais tantôt, dans le fond, la plateforme Lucy, ce que ça fait, c'est que c'est pour améliorer les performances, si tu veux, du directeur commercial. On dit souvent que c'est une assistante virtuelle. Puis ce qu'elle fait réellement, concrètement, c'est que quand tu as un client qui applique au crédit, puis que lui, par exemple, comme directrice commerciale ou directeur commercial en concession normale, OK? Je suis pas un directeur, on va se mettre dans la peau d'une personne. J'ai le vendeur qui m'amène Madame Hamel, parce que tu le sais maintenant, c'est Madame Hamel. Donc, Madame Hamel arrive dans mon bureau, puis elle veut acheter un véhicule. Puis, je soumets le véhicule auprès de ma banque captive ou habituelle, parce que bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis en général, les directeurs commerciaux vont choisir ces banques-là, ces institutions financières-là, en fonction des ristournes puis des bonus possibles. C'est la façon que ça fonctionne. Tu vas prioriser. Ben oui. Puis la vitesse de réponse fait aussi une grosse différence. Mais, donc, on va avec ça, on voit, puis si ça passe, tant mieux, on continue, puis ça va bien. Si ça passe pas auprès de une ou deux, là, c'est moins, ça commence déjà à allumer des lumières dans la tête du directeur commercial en disant, oups, peut-être que là, ça va pas bien. Sur le dossier du client aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Fait que là, on continue par contre. Là, en général, la liste va se continuer. Le directeur commercial va dire, je vais l'envoyer à une couple d'autres institutions financières ou espérer que certaines, comme TD, Scotia, vont faire une cascade en disant, OK, ça passe pas en Prime, je l'envoie en non-Prime. Sinon, il faut que tu l'envoies toi-même manuellement dans peu importe le portail que tu utilises, Route One ou DealerTrack. Fait que tu envoies ça là-bas. Puis si ça revient rouge ou décliné ou conditionnellement accepté, mais avec des conditions, des fois que t'as pas ils vont demander des pièces justificatives, puis ça, puis t'as pas le goût de rentrer là-dedans, ben là, c'est vrai que la vente va mourir là. Ça arrête là. Ça meurt là. Il y a beaucoup de concessionnaires qui ont ce problème-là. Donc, nous, ce qu'on fait avec la plateforme Lucy, c'est qu'on est capable, sans même envoyer le dossier à aucune banque
on travaille avec toutes les banques canadiennes, on est capable de se prédire ça va être quoi le résultat de la banque avant même de l'envoyer. L'avantage ici, c'est que ça sauve tellement de temps parce que le directeur commercial qui attend une réponse d'une institution financière, quand c'est en première chance au crédit, souvent, il va avoir des refus système qu'on appelle, auto-decline. Ça rentre, bang, bang, écoute, ça prend pas grand temps. C'est comme, non, on le veut pas, on le veut pas. Mais par contre, quand c'est conditionnel, ben là, souvent, il y a des analyses manuelles qui sont faites dans les banques ou les institutions financières de deuxième ou première ou deuxième chance. Ou troisième même. Fait que là, c'est long, là, parce que là, il faut valider, puis il y a des conditions, puis il y a ci, puis il y a ça. Ben, tout ça, ça peut prendre plus que 24 heures avant d'avoir la réponse de l'institution financière. Souvent, on va l'avoir dans les heures qui suivent ou 24 heures plus tard. Puis des fois, c'est des jours. Dans les pires cas, c'est 4 jours avant d'avoir la réponse. Fait que c'est long, ça. Puis pourquoi? Un exemple, la personne est en faillite présentement, par exemple. Ça veut pas dire que la personne, elle a eu du bon crédit toute sa vie, un divorce, une séparation, peu importe, la pauvre Madame Hamel, il arrive tout le temps quelque chose. Elle est tombée malade. Bref, elle était pas là. Elle n'a pas fait ses paiements. Elle tombe en faillite. Mais cette personne-là, elle a le même job, mettons. Là. Elle a le même job, la même maison, parce qu'elle a continué à la garder après sa faillite. Tout continue. Elle a moins de dettes qu'avant, parce qu'elle a passé tout dans la faillite, mais elle fait son même revenu. Fait qu'il y a plusieurs prêteurs qui vont dire, ben moi, je veux ce client-là. Puis il y en a plusieurs là, qui ont développé un créneau pour ces gens-là. Mais eux, avant de donner une réponse pour dire, oui, j'accepte Mme Hamel, ils vont appeler le syndic de faillite pour dire, hey, Mme Hamel, elle paye-tu bien sa faillite? Mais c'est le syndic qui répond pas au téléphone, là. Il n'y a pas de système là, pour aller valider, voir si quelqu'un... Il n'y a pas de système central au Québec là, qui existe, au Québec ou Canada, parce qu'on est partout au Canada. Donc, ce que je te dis, c'est que Lucie est capable de prédire d'avance toutes les institutions financières de première, deuxième et troisième chance, à savoir qui va le prendre là. Puis ça, tu le sais en quelques secondes. Fait que le temps que ça sauve pour le directeur commercial, il est fou. Ah oui. Parce qu'au lieu d'attendre justement quelques jours que les vérifications soient faites, ben on le sait tout de suite. Puis j'imagine, tu sauves aussi sur la formation, parce que si tu as un FNAC qui a une bonne expérience, qui connaît les banques, qui connaît les programmes, qui pas toutes les banques doivent avoir des programmes différents. Là, si tu tombes dans la deuxième, troisième chance, il faut que tu connaisses les programmes de première, de deuxième, de troisième. Tu ne veux pas connaître tout ça. Ça te demande à avoir une certaine expertise ou une expérience quand même importante. Fait que avec un outil comme ça, tu peux skipper tout ça. Puis même si t'es green, en fait, tu peux te dire OK, mais c'est là qu'il faut que je l'envoie parce que l'outil m'a dit que c'est ça là qui va l'accepter. Là. C'est ça. Nous autres, on a des directrices commerciales. Il y en a une en qui je pense, je salue Dominique à Rivière-du-Loup. Elle nous a écrit à un moment donné, elle nous a dit, moi j'ai commencé ma carrière comme directrice commerciale avec Lucie. Puis aujourd'hui, je ne pourrais pas aller dans une concession qui n'a pas Lucie. Parce que je suis habitué, tout va rapidement, j'ai mes réponses tout de suite. On y pense, là. Tu sais, ceux qui... DealerTrack aujourd'hui existe pourquoi? Parce qu'avant, il y avait des fax. Les dealers faxaient. C'est passé au web, révolution, c'était correct, c'était une révolution il y a 20 ans, là, mais aujourd'hui, ça en prend une révolution. Puis c'est quoi? Ben, c'est un système qui va te dire, oui, envoie-le, non, envoie-le pas, puis voici comment tu dois travailler, puis avec des outils de conformité sur lesquels on travaille, des outils de vente de produits FNI. On n'est pas juste en deuxième, troisième, on fait aussi la première chance, on va donner des bonus et ristournes à toutes les banques d'un seul coup. Fait que, tu sais, le travail change. Le travail à l'intérieur des concessionnaires aujourd'hui, le travail qui est exécuté par les directeurs commerciaux change avec des plateformes comme Lucie. Nous autres, on fait un changement dans le domaine. Fait qu'il y a un changement qui se fait à l'intérieur de la concession. Prends juste les CRM de vente aujourd'hui avec les outils de rappel puis de tout ça. Tu sais, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas si longtemps. C'était des vieux vendeurs qui se rappelaient de ses clients puis se rappelaient que son chien s'appelait Eddie. Là, mais aujourd'hui... Moi, quand j'ai vendu, c'était des feuilles. Là. Chaque matin, je ressortais ma pile de feuilles de calife. Puis je rappelais mes feuilles. J'avais pas un CRM qui me disait rappelle-lui, ça fait 3 jours, ou que ça renvoyait des courriels automatiques de suivi ou whatever. Ça fait pas si longtemps que ça existe. Non, c'est pas vieux. Puis il y en a encore des vieux là, qui veulent pas de la technologie pour des CRM de vente. Là. Puis, on prend des CRM québécois comme Activix qui font un super bon job. Il y a Boom aussi. Il y en a d'autres qui sont là, qui réussissent bien. Puis ces gens-là, ils ont amené un changement chez les vendeurs qui a été avec un petit peu de réticence. Mais c'est correct, c'est arrivé, ce changement-là, de l'intérieur. Puis la plateforme, Lucie, fait un peu le même changement que les CRM ont fait pour les vendeurs, mais pour les directeurs commerciaux. Puis est-ce que... puis là, s'il y a des FNR qui écoutent, peut-être que les écouteurs, ils font comme « Hey, moi, tu perds ma job la semaine prochaine. » Là, je pense, peut-être probablement pas l'objectif de faire perdre les jobs au monde, là, mais
est-ce que l'objectif de Lucie est un peu de remplacer cette expertise-là? Est-ce que tu vois, en fait, ma question, je vais la Je la comprends reformuler, parce que je me suis déjà fait poser. Est-ce que dans un long terme, est-ce que tu vois la position de FNI ne plus exister, ne plus que ce soit vraiment, ce soit plus une personne qui, une personne à part entière qui fasse ça, que ça soit fait, tu sais, qu'un client rentre, il rencontre un vendeur ou quelqu'un qui va lui expliquer, faire un démo du véhicule, puis après ça, le processus de financement, c'est fait juste normalement en rentrant des données dans un système, puis c'est tout, là, tu sais, que tu n'avais plus besoin nécessairement d'un FNI. OK. Ben, par rapport à Lucie en tant que tel... On va clore là-dessus. Parfait. Par rapport à Lucie en tant que tel, c'est pas un outil qui est là pour remplacer les directeurs commerciaux parce que c'est une assistante. C'est comme un CRM. Activix, ça n'a pas remplacé les vendeurs, là. Non. Les vendeurs sont devenus plus performants, ils ont leur rappel, tout est là-dedans. Mais Activix, sert pas à vendre des véhicules. C'est un CRM. C'est ça. Mais nous autres, on sert à trouver le financement pour les clients, mais on ne vend pas le véhicule non plus. Fait que le parallèle que je fais, c'est que c'est une technologie informatisée qui aide à aller plus loin. C'est sûr qu'on peut offrir cette technologie-là au consommateur, puis que le consommateur lui-même, comme je le disais tantôt, puis ça s'en vient, là, on arrive avec ça bientôt, le consommateur lui-même va pouvoir appliquer, puis répondre aux questions de Lucie, puis il se fait préqualifier comme si c'était un directeur commercial qui le faisait. Mais ce que ça fait, c'est que ça rentre en concession. On n'est pas, tu sais, on fait attention quand même, là. L'information rentre en concession. Fait que là, donc, le directeur commercial reçoit une partie du travail qui est déjà fait. Fait que, est-ce qu'un jour, puis ça, on en parle beaucoup, là, le fameux rôle de vendeur FNI lié dans une seule personne, est-ce que ça, nous autres, on est là pour aider ou freiner ça? On est là pour ni l'un ni l'autre. On est là pour répondre à un besoin aujourd'hui qui est là pour les directeurs commerciaux. Mais il est clair que le rôle, selon moi, si tu me poses la question, le rôle du directeur commercial et du vendeur va venir qu'à changer. Pourquoi? Parce que le client veut un changement, on en parlait tantôt, parce que les manufacturiers veulent un changement aussi. Fait que tout ça va venir à centraliser, selon moi, ça c'est mon opinion personnelle, va venir à centraliser les vendeurs et les FNI dans un genre de rôle, si tu veux, mix. Par contre, ce qui est particulier, c'est qu'on a quand même des restrictions de conformité. Il y a l'AMF qui est là-dedans, la Corpo qui est des concessionnaires dans le cas du neuf, qui est très proche, qui regarde ça. Donc ça, il y a quand même... Le profil de cette personne-là va être quand même plus dur à trouver qu'aujourd'hui. Trouver un représentant des ventes, c'est quand même relativement facile. Tu lui expliques tes produits, tu lui donnes des cours de vente, ça se fait bien. Là, il y a vraiment des aspects d'enjeu très, tu sais, regarde ce qui s'est passé là, au Québec dans les derniers mois, dernières semaines. C'est important là, que l'aspect conformité soit bien tenu. Donc, le rôle va venir qu'à changer. Est-ce que Lucie va remplacer les directeurs commerciaux? Pas du tout. Tantôt, on parlait des ventes. Il faut que il y a un pourcentage des consommateurs qui vont vouloir faire ça en ligne. Ça, on peut pas, on n'est pas là pour l'empêcher. On va même faciliter ça, sûr. Nous autres, on est une entreprise de technologie. Fait qu'on on va aider. D'améliorer l'expérience utilisateur. C'est ça, on est tous là pour ça. Exact. Puis donc, celui qui n'est pas sûr, parce que appliquer pour un véhicule, c'est le deuxième plus gros achat de ta vie. Peu importe le montant, ben des fois, tu vas avant de peser sur Go, tu vas peut-être vouloir parler à un être humain. Regarde ceux qui font juste dans les ventes, puis je termine, là, les ventes de maison. Tu peux travailler sans agent ou avec un agent. Mais la personne qui travaille sans agent, là, elle va peut-être acheter son véhicule en ligne. Mais la personne qui préfère avoir le service d'un être humain, elle va faire la même chose. C'est comme les caisses où tu peux... J'étais chez Ikea hier. Tu peux aller chez Ikea où est-ce que tu scannes toi-même tes produits puis tu sors, ou tu vas avec un être humain. Il offre les deux encore. Est-ce qu'un jour, ça va juste être des scans? Je sais pas, je pense pas. Il va quand même toujours avoir quand même un besoin. Puis là, je veux pas parler d'IKEA comme étant ce qui va se passer dans les concessionnaires. Mais donc, l'être humain, nous autres, on a quand même besoin d'avoir la relation humaine. Le directeur commercial va toujours exister. Par contre, est-ce que son rôle va être lié avec la vente de véhicules? Moi, je pense que oui. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire dans les prochaines années. Puis c'est pas pour tous les concessionnaires non plus. Fait que, il faut faire une couple de... Il y en a là que c'est des grosses machines qui roulent puis qui sont vraiment établies avec des processus bien établis. Ça changera pas demain matin. Là. C'est pas pour demain. Les plus petites concessions, eux autres, je pense que oui. Je pense que oui. On parle des concessions qui sont en région. Est-ce qu'eux vont travailler avec des vendeurs FNR en premier? Moi, je pense que oui. Peut-être. Si on l'outil pour. Là. C'est ça. Bien géré. Ouais. Cool, merci André Martin. Super apprécié, désolé. Ben oui. Je sors d'une grippe de quelques semaines. Moi aussi, j'ai eu ça. Donc, je parle un peu congestionné, désolé à tout le monde. Ouais, non, ça s'entend pas. Avec la bière, là, ça s'entend pas. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser de ta vision de l'avenir de l'automobile. Les gens peuvent te suivre, l'outil Lucie, qui est l'entreprise Decisioning IT.
Si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez suivre. J'imagine que vous avez une page Facebook. Facebook, LinkedIn, tout ce que... site web et tout. Donc, exact. d'après moi, de mon opinion, je pense que ça va être un outil qui va prendre beaucoup de place dans les prochaines années. Oui. Je le souhaite, je pense que c'est un outil qui a besoin d'être. Je pense que ce volet-là avait besoin d'un petit refresh techno. Fait que je pense que ça va faire du bien au marché. Puis ça fait du bien de voir du monde comme toi qui mettent du cœur dans notre industrie. Passion, énergie. Merci encore. Puis félicitations. Ça fait plaisir. Merci à toi. Salut. Salut.